Je refais une vidéo qui ne traite que le sujet parce que j'ai intégré le traitement de cette question dans une vidéo qui fait 30 minutes et qui est un peu longue. J'ai refait une vidéo sur l'une des assez nombreuses escroqueries que j'ai dépliées sur ma chaîne d'archives. Concernant l'arnaque de la gauche consistant à dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, ce qui est complètement en plus un CSC de la part de la gauche, parce qu'elle passe pour une conne, comme bord politique. Et je vais expliquer très rapidement, je vais résumer puisque j'ai expliqué en détail dans d'autres vidéos comment l'idée de changer le sens des mots, c'était en fait une idée de Goebbels que la gauche a reprise, que l'islamo-gauchisme a repris, mais pas parce qu'il a décidé de suivre les conseils de Goebbels, mais parce que c'est une idée du marxisme et de Goebbels. Je rappelle que le marxisme et le nazisme sont frères jumeaux en tant que paradigme logique. Je parle pas moral, je suis pas là en train de faire de l'histoire. Je dis qu'ils sont frères jumeaux dans leur manière de penser, dans leur paradigme. Le nazisme a juste franchi une barrière pathologique. C'est une pathologie, c'est pas une idéologie. Le marxisme est une idéologie criminelle, mais un marxiste, dans un monde idéal, vous l'envoyez en prison, vous ne l'envoyez pas à l'hôpital psychiatrique, alors qu'un nazi, vous l'envoyez en hôpital psychiatrique. C'est juste que les nazis ont remplacé la cible désignée par une cible fantasmée. C'est-à-dire que le marxiste dit nous devons abattre tous les bourgeois et le nazi dit nous devons abattre tous les juifs. Voilà. Mais ils ont exactement la même grille de lecture du monde, les mêmes idées, les mêmes projets. À cette barrière près, le nazisme il rajoute du nationalisme. Alors je rappelle que le nazisme rajoute du nationalisme, le marxisme c'est une forme de nationalisme mondial, c'est-à-dire qu'il est plus prétentieux, il veut conquérir le monde. Deuxième point, il y a des gens, on m'a déjà dit que les gens prétendaient que le nazisme ajoute à la théorie un suprémacisme, alors ça c'est faux. Le marxisme tout autant. Le marxisme c'est le suprémacisme prolétarien, même si ce n'est pas l'usage, c'est un suprémacisme très très bien défini dans le paradigme, dans la grille de lecture. Les autres ne méritent pas de vivre. Les autres sont des... Alors, le nazisme est moins précis parce que c'est une théorie pathologique qui a été momentanée dans l'histoire, qui est en train de remonter aujourd'hui à la faveur de l'alliance entre l'islam et le gauchisme pour renverser l'Occident. Mais c'est finalement le nazisme qui a été le moins précis parce qu'il a fantasmé une race supérieure blanche qui ne veut pas dire grand-chose. Là où le marxisme est extrêmement précis, il désigne des gens qui ne méritent pas de vivre et il le fait de manière décomplexée, c'est-à-dire les bourgeois, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, les gens qui sont pour les élitistes, les gens qui sont libéraux, les patrons, mais en réalité, cette catégorie de gens qui ne méritent pas de vivre et qui sont inférieurs, c'est caché dans la grille marxiste, c'est caché par le fait que dans l'espace social, les prolétaires ne portent pas d'uniforme, ils ne portent pas d'uniforme SS, etc. Les soi-disant prolétaires, on est sur des catégories abstraites, mais vous avez un prolétariat fantasmé, mais donc en l'occurrence des gens qui ne sont pas riches, donc déjà c'est pour ça que ça cache le truc, mais surtout la cible des démons désignés par le marxisme, elle n'est pas une infériorité capaciteuse. Ça, il dit pas ils sont plus proches du singe comme le fait le nazisme, ou ils sont c'est plus perfide parce qu'ils disent ils sont criminels, mais ils ne disent pas ils sont incapables. Alors du coup ça c'est un bug des historiens si vous voulez, mais si j'en parle et si je rallonge un peu la vidéo en parlant, c'est parce que l'incapacité est vue comme une innocence au niveau de ces paradigmes, et la capacité, mais l'incapacité morale, c'est-à-dire le fait d'accuser des gens d'être méchants, égoïstes, parce qu'ils veulent être riches, ils veulent tout prendre, ils veulent commander le monde, etc., est vu comme infamant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les historiens en ont moins tenu compte, c'est parce que le suprémacisme, pourtant tout autant meurtrier, du marxisme, il n'accuse pas les gens d'avoir des QI faibles, n'accuse pas ses victimes, ces victimes projetées, son projet d'éliminer une certaine partie de la population mondiale, il ne l'accuse pas d'avoir un QI bas. Il l'accuse d'être criminel, il la calomnie en disant ce sont des criminels. Et du coup on n'y voit que du feu. On se dit il propose de tuer les criminels, voilà. Mais c'est en fait exactement la même chose qu'Hitler, sauf que ou que le suprémacisme meurtrier, c'est ce qui propose d'éliminer des catégories de population. D'un point de vue marxiste, si vous voulez, si le projet était abouti, les gens n'auraient plus le droit d'être heureux, d'aller au ski dans des stations luxueuses, de tomber amoureux et de changer de partenaire, etc. Parce que ce sont des activités bourgeoises et ces gens-là seraient, en quelque sorte, ne méritent pas de vivre. Donc voilà la perception du marxisme. Et le nazisme, il a fait 2-3 remplacements, mais ils sont jumeaux. Et alors, ce qui se passe, sont des faux jumeaux, si vous voulez, vous pouvez pointer quelques différences, mais ce sont des jumeaux. Et ce qui se passe, c'est que Goebbels a dit, si vous voulez vraiment gagner, vous devez modifier et falsifier le langage, de manière à ce que votre adversaire ne puisse même plus, dans ce langage que vous allez lui imposer, ne puisse même plus vous opposer quelque chose. Il n'y aura pas les ingrédients, les atomes de langue qui vous permettront d'argumenter.
face à votre adversaire, donc face au nazisme pour le nazisme, face au marxisme, ou aujourd'hui en 2025 à l'islamo-gauchisme, mais avant au XXe siècle face à la gauche. Je vais prendre un exemple de falsification et d'escroquerie. Le malheur, la souffrance est devenu une inégalité. D'abord ça a été désigné comme une injustice, il est injuste de souffrir, puis une inégalité, donc on a augmenté la teneur politique de l'escroquerie, et aujourd'hui, si vous souffrez, c'est que, et c'est par catégorie, c'est que vous êtes victime d'un crime. Une inégalité, vous mettez, si vous étiez quelqu'un qui souffre, on désignait ça une inégalité, et cette inégalité attestait d'un égoïste. Et aujourd'hui, l'égoïste, il est devenu un criminel, un méchant, qui vous veut du mal, et qui est votre ennemi absolu, le raciste. Vous voyez, le raciste qui veut vous écraser. Parce qu'évidemment, ils vont pas dire ce sont des meurtriers, hein, ils commettent pas de meurtre, leurs ennemis, ce serait ridicule. Donc ils ont pris le crime, le délit, parce que le racisme c'est un délit, mais ils ont pris le délit, ils sont montés le plus haut possible. C'est-à-dire on monte à l'accusation de racisme contre l'ennemi. Voilà, l'ennemi est automatiquement raciste, et puis alors ils ajoutent fasciste, etc. Mais ça c'est des mots qui appartiennent plus au champ politique. Ensuite, maintenant, deuxième point, comment a évolué le CNRS et comment il s'est craché sur ces questions-là. Enfin, craché, c'est pas le CNRS qui s'est craché, il s'en fout. Mais quand le CNRS, au début, il s'occupait des vraies sciences. Et puis il a ouvert des départements, il a en quelque sorte lutté contre le chômage, ou contre un potentiel chômage dans la société française, en recrutant des militants politiques, des littéraires. Parce que bon, voilà, normalement le CNRS, il n'avait pas vocation à payer des littéraires. Les littéraires, c'est une autre activité. Enfin, voilà, on est prof de fac, on est prof de lycée, on est prof de collège, on est journaliste, on est communicant, mais un littéraire, il n'a pas de contenu scientifique à apporter puisqu'il n'est pas capable de prouver ce qu'il raconte. Et le problème, c'est que là, il y a eu un lobby, si vous voulez, alors c'était au départ carrément le communisme, hein, on va pas se cacher, les recruteurs dans les universités, si vous vouliez être recruté en sciences humaines, en tous les trucs qui portent le mot science, c'est-à-dire tous les trucs qui ne sont pas des sciences, parce que dans les vraies sciences, il n'y a pas le mot science, hein, vous pouvez chercher, vous verrez, dès qu'il y a le mot science, on dit la physique, on dit pas la science physique, on dit la chimie, on dit la médecine, on dit l'histoire. L'histoire c'est pas une science, mais je veux dire, en tout cas les historiens revendiquent même pas d'être une science, ils s'en foutent. Ils vivent leur vie, on dit la biologie, on dit les mathématiques, enfin voilà, toutes les vraies sciences, bon j'ai ajouté l'histoire sans faire exprès, toutes les vraies sciences, l'archéologie, les trucs, il n'y a pas le mot science dedans. Et quand on a ajouté des impostures, voilà, quand on a fait du traitement rentier du chômage par recrutement littéraire, on s'est mis sciences de l'éducation, sciences humaines, enfin on a inventé tout un tas de trucs qui en fait étaient une entrée de militants de la révolution marxiste dans les universités françaises. C'était tout à fait assumé d'ailleurs, hein, y compris par l'État, disant qu'après tout, puisque sinon il serait chômeur, sinon il serait, voilà, quand vous êtes littéraire et que vous avez passé des diplômes, vous avez travaillé, et enfin bref, c'est compliqué, mais ça, c'est une zone de 30 ans, donc vous avez une vague de recrues au CNRS de gens qui seraient pas capables de vous dire ce que c'est, comment marche la physique, comment marchent les maths, ce que c'est qu'une preuve, ce que veut dire une déduction, ce que veut dire l'élimination des coupures, ce que c'est qu'un modus ponens, ce que c'est qu'une hypothèse, un axiome, un postulat. Tous ces gens se sont retrouvés à écrire des articles militants, mais leur tutelle leur demandait quand même de ne pas dire des gros mots, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez un foisonnement d'articles qui sont écrits avec des mots savants, qui sont complètement bidons, et ça a donné l'affaire Sokal en 1996, où il a, de manière irréfutable, démasqué ses impostures. Bon, ce qui n'a pas changé grand-chose, hein, puisque personne lit les articles universitaires, ou très peu de gens, et ensuite personne vire les universitaires littéraires sous le prétexte qu'un mec démontre que ce sont des militants, parce que les règles du CNRS, elles sont assez objectives et matérielles. C'est un nombre d'articles publiés dans des revues, voilà, à comité de lecture, tous les 10 ans, voilà. Le seul licenciement possible, quasiment, c'est de ne pas écrire d'article, hein. Et il faut ne pas en écrire pendant 10 ans, sinon vous risquez pas grand-chose. Et on a ce phénomène. Voilà, ça c'est pour vous donner l'origine de tous ces délires, et c'est pareil dans les autres facs du monde, c'est une démarche qui a été à peu près équivalente partout. On a dit qu'il y a d'autres moyens de gagner sa vie qu'en ayant des compétences validées de manière objective, si vous voulez. Il y a les gens qui travaillent, ils passent des diplômes littéraires, etc. Ils ne peuvent pas tous devenir journalistes ou écrivains, et il fallait les caser quelque part. Et on n'allait pas les mettre au RSA. Enfin, je veux dire, des gens qui ont fait 5, 6, 10 ans d'études, qui ont parfois beaucoup travaillé, vous n'allez pas les mettre au RSA. Donc, ils ont des diplômes de lettres, des doctorats de lettres. On se rappelle de la thèse d'Elisabeth Tessier. Donc voilà, alors après, c'est compliqué parce qu'il y a eu un mandarinat, etc. Et de là vient toute cette cet étonnant foisonnement qui est allé trop loin et qui donc se démasque tout seul et s'écroule tout seul, où vous vous retrouvez avec un leader politique à la télé qui ne fait pas partie de la recherche scientifique ou de l'université, qui vient vous dire le racisme anti-blanc n'existe pas, et qui, dans sa tête, il sait qu'il pourrait téléphoner à tel machin qui a un poste de maître de conférence en sciences de l'éducation, ou en sciences humaines, ou en ceci, cela, enfin des trucs des bidonneries, et il se dit, au fond, j'ai une caution.
Donc maintenant, je vais traiter le cas du racisme anti-blanc sur le plan vraiment scientifique et sérieux, pas à la manière littéraire, blablabla, que je viens de décrypter. Ce qu'ont fait cette mouvance, d'abord je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va définir un mot en fonction de l'histoire. Or, ça, c'est totalement interdit. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas définir un mot dont le sens va varier en fonction d'éléments passés qu'il faut aller consulter pour opérer une évaluation du sens du mot. Si vous avez une agression, A agresse B, ok, pour pouvoir dire si cette agression est raciste ou non, il faut que ce soit opérationnel, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle bien programmée puisse le faire à partir de l'agression, sans avoir rentré dans cette intelligence artificielle des notions d'histoire, c'est-à-dire, ah ouais, dans le passé, cette personne, elle appartenait à une grosse catégorie d'1 milliard de personnes, l'agresseur, il faisait partie d'un pays qui était dans le tiers-monde, donc non, c'est pas, vous voyez, on peut pas faire ça, parce que sinon vous pouvez pas parler, en fait, tout simplement, parce que les gens en face, ils ont une autre appréciation. Il faut que ce soit factuel à partir de ce qui arrive, donc le mot raciste ne peut pas avoir un sens comme le donnent ces militants. Alors ces militants, le sens qu'ils lui donnent, c'est ne peut être raciste que ce qui provient d'une classe qui dans le passé a été dominante et qui aujourd'hui, qui dans le passé a été dominante contre une victime qui dans le passé a été dominée. Par ailleurs, les mots dominant et dominé sont très relatifs, parce qu'aujourd'hui vous allez dire, par exemple, par réflexe, c'est de la propagande que l'Occident domine. Or c'est faux. Ce qui domine, c'est l'islam. C'est l'islam qui a tout colonisé, tout écrasé sur son passage. Quelques pays d'Afrique ont résisté, et surtout le Nord. Les pays froids ont résisté. Mais il est possible qu'ils aient résisté parce que tout simplement les armées islamiques qui ont tout conquis par la terreur ont été désintéressés de conquérir des territoires froids. J'en sais rien, je ne suis pas un grand historien, mais je veux dire, il suffit de regarder une carte du monde et de regarder partout où il y a encore des pays sous colonisation de l'islam. Donc d'un point de vue objectif, le plus gros colonisateur de l'histoire humaine, c'est évidemment l'islam. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas le monde libre. Maintenant, dans les discussions entre les gens et les réflexes, l'arnaque qui a été réussie, ils vont dire que et même les pro-occidentaux se font avoir parce qu'ils sont fiers, ils disent que l'Occident colonisé parce qu'il est plus avancé techniquement, parce qu'on vit mieux en Occident, quoi, tout bêtement. Alors il est vrai que l'Occident a mené des guerres, a conquis des territoires, comme à peu près tout le monde sur la planète, et que l'Occident s'est pas gêné, à commencer par les Européens qui ont littéralement opéré un génocide sur les Indiens d'Amérique et qui ont aussi pratiqué l'esclavage sur les subsahariens. Sachant que l'esclavage, le plus grave des esclavages pratiqués dans l'histoire, c'est celui arabo-musulman. C'est en train de sortir, ça sort pas beaucoup, ça sort doucement, mais bon, c'est un truc parfaitement connu des historiens. Ils castraient leurs esclaves, beaucoup en mouraient, enfin c'est une dinguerie. Alors que l'Occident, il était criminel vis-à-vis de, voilà, vous pouvez le qualifier de criminel, mais il ne castrait pas ses esclaves. Et donc vous n'avez pas du tout des histoires de dominant-dominé. Voilà. Ce que vous avez, c'est un choc entre deux blocs qu'on peut en gros dire le christianisme contre l'islam, même si le christianisme a à peu près disparu et est devenu une décoration de musée. C'est comme ça que ça s'est passé, puis le christianisme a été remplacé par la liberté, enfin le monde libre, quoi. Le droit, la liberté d'expression, le droit d'avoir un consentement reconnu, qui n'existe toujours pas en islam. Il n'y a pas de consentement de la femme en islam, il n'existe pas, etc. etc. Voilà, donc eux, déjà, ils appliquent une lecture subjective, partielle, partisane, puisqu'ils vont dire que l'Occident a été dominateur et le Sud a été dominé, et ensuite ils vont dire ne peut être qualifié de raciste qu'une agression effectuée par un dominateur sur un dominé. Pire que ça, ils vont plus loin. Mais c'est pas les universitaires là, c'est les idéologues militants. Les universitaires ils sont un peu plus prudents parce que à un moment donné, si vous abusez quand même, le côté pas scientifique de votre travail va se voir, même s'il se voit déjà, il va trop se voir. Ils n'hésitent pas à dire que les inégalités sont du racisme. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait un racisme anti-pauvre, et donc, par exemple, quand un arabe ou un noir a 3 fois moins de chances d'obtenir un boulot à compétence égale en envoyant un CV, il n'hésite pas à dire que le choix est raciste. Voilà, mais ça, c'est pas spécialement une définition universitaire, c'est une démarche idéologique. C'est-à-dire qu'un malheur, une inégalité, ils vont le requalifier en raciste, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Et bon, maintenant, d'un point de vue scientifique, vous pouvez donner le sens que vous voulez aux mots, mais si vous voulez qu'ils marchent, les mots, il faut que les gens soient d'accord. C'est pas vous qui décidez si les gens comprendront votre définition, c'est eux qui les comprennent ou qui les comprennent pas. Et donc, quand vous voulez définir la notion de racisme, il faut la définir, c'est un adjectif qui va s'accoler sur un événement. C'est pas comme ça, vous n'allez pas dire il y a du racisme dans l'air. Si les gens qui disent qu'il y a un racisme systémique, ce qu'ils sous-entendent, c'est par exemple quand ils disent qu'il y a un racisme systémique en France, ils sous-entendent que les lois sont racistes. Alors ça, c'est objectivement faux, elles ne le sont pas. Il suffit de les lire. Il n'y a pas de référence à la race dans ces lois. Il n'y a strictement aucune loi. On pourrait les dire sexistes peut-être parfois, j'en sais rien, je vais pas vérifier, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout racistes. L'antiracisme a fait un tel travail que vous trouverez jamais pas la moindre réglementation loi raciste, même en Occident, pas seulement en France. Et donc il faut que ça qualifie quelque chose, un mécanisme ou un événement, et un événement est raciste, tout simplement quand une personne X une agression est raciste, on va le dire comme ça parce que le reste c'est pas très important, une agression est raciste quand X, donc vous avez X qui agresse Y, c'est raciste quand les motivations
de X quand il agresse Y ne sont pas des choses que Y a faites, mais sa couleur de peau, sa race. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les théories racistes, c'est autre chose. Une théorie raciste, c'est une théorie qui dit qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres races. Maintenant, vous avez ensuite le mot, et donc comme vous voyez, le racisme anti-blanc qui est actuellement ultra massif, particulièrement en France, mais en Angleterre, l'Angleterre est littéralement laminée par le racisme. Alors c'est un racisme anti-mécréant qui prend une forme de racisme anti-blanc, mais qui est motivé par des raisons de racisme anti-mécréant provenant de l'islam, de l'islam qui s'est imposé, qui s'impose actuellement, qui a fait un quasi coup d'état en Angleterre, et qui est en train d'essayer en Belgique. Et en France aussi, mais on est un peu moins, on est un peu plus résistant, même si ça ne va pas forcément durer éternellement. Les théories racistes, c'est une théorie qui affirme l'existence d'une race sur une autre, point barre. Ok, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas aller plus loin, sinon on n'est plus dans le racisme. Vous avez les théories xénophobes. Alors, xénophobe, vous étendez la notion de race à la notion de groupe. Mais encore faut-il que le groupe soit défini. Par exemple, l'antisémitisme est une xénophobie. C'est la plus grave et la plus meurtrière et la plus coupable, la plus criminelle, si vous voulez, pour des raisons que j'ai développées dans d'autres vidéos, mais parce que vous vous attaquez au groupe des juifs qui est parfaitement défini. La notion de juif, c'est parfaitement défini, c'est quelqu'un qui a une mère juive. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. Donc c'est une notion qui est sans aucune dépendance au contexte et sans aucune dépendance aux religions, à des délires, à l'histoire, à tout ce que vous voulez. Alors il y en a qui objecteraient, oui, mais l'initialisation de la récurrence. Oui, bah elle a été perdue depuis longtemps et plus personne s'en occupe, à part dans des disputes, dans des lives ou dans des spaces Twitter. Mais dans la vie courante, une personne, elle sait si elle est juive ou non et elle sait pourquoi. Tous les juifs ont une mère juive et tous les non-juifs ont une mère non-juive, à l'exception des quelques rares qui font un processus de 10 ans pour se convertir. Mais vu le temps que ça prend, ils se rendent compte de ce qu'ils font, surtout qu'ils sont volontaires. Donc vous avez ça, c'est une xénophobie. Parce que la notion de juif, c'est beaucoup plus précis qu'une race. Là où quelqu'un qui est métis, vous savez pas trop s'il est noir ou blanc, quelqu'un qui est juif, ça, vous êtes jamais à moitié juif, hein, vous êtes jamais entre les deux, puisque soit votre mère est juive, soit votre mère n'est pas juive, et donc soit vous êtes juif, soit vous êtes pas juif. La xénophobie, c'est aussi l'islamophobie peut, dans une certaine mesure, devenir de la xénophobie, puisque vous avez, ça alors pas en raison de, l'islamophobie n'est ni un délit, ni même un défaut, c'est une qualité, hein, c'est la résistance à l'islam. Mais le qualificatif islamophobe peut désigner des actions hostiles aux musulmans, parce que c'est la motivation qui compte. Et donc du coup, le mot musulman n'a pas de sens, puisque c'est une opinion, donc ça n'a un sens qu'à un instant T. Vous ne pouvez être musulman qu'à un instant T, vous ne pouvez pas être musulman tout court, puisque si vous ne croyez plus au Coran, si vous ne pensez pas que le Coran vient de Dieu, vous n'êtes pas musulman. Donc, or, vous pouvez le penser une semaine et ne plus le penser la semaine suivante. C'est ce qu'on appelle les apostats, les ex-musulmans, les gens qui actuellement mènent une campagne très très courageuse pour alerter sur l'islam. Bon, bah, ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne pensent pas que le Coran vient de Dieu, et ils mènent même une campagne sur Internet, ils sont très actifs pour essayer de convaincre les gens qui sont encore emprisonnés dans l'islam de s'apercevoir que le Coran ne vient pas de Dieu et que tout ça c'est des impostures. Par contre, ça n'empêche pas une action d'être islamophobe et xénophobe, ça ne l'empêche pas le moins du monde. Pourquoi? Parce que c'est l'intention qui compte. Donc si A agresse B, parce qu'il pense qu'il est musulman, et que c'est illégal, que c'est un crime, c'est une agression physique, c'est ce que vous voulez, il est xénophobe. C'est pas même si B est athée. Du moment que A pense que B est musulman, il est islamophobe et xénophobe. Mais il est xénophobe, puisque le mot islamophobe désigne la résistance à l'islam. Okay, donc voilà. Et en général, racisme et xénophobie vont être rangés ensemble, parce que sur le plan politique, c'est pas une imposture que de regarder les hostilités, les tensions, les agressivités basées sur autre chose que la race, dès lors même que les groupes sont bien définis. Par contre, encore une fois, j'insiste, il faut tout préciser. Une agression ne peut être raciste que si c'est l'intention de l'agresseur qui est raciste. C'est-à-dire, un agresseur qui attaque son voisin qui est, je sais pas moi, japonais, parce qu'il pense qu'il lui a piqué sa femme, il n'est pas raciste. Mais s'il l'attaque parce qu'il est raciste anti-asiatique, et si c'est sa seule raison, ou une des raisons de l'agression, et donc vous voyez que c'est seulement l'agresseur qui compte, il est raciste. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes, il y a des interrogatoires, c'est assez compliqué de définir si une agression est raciste, sachant qu'on exagère de manière gigantesque la notion de racisme, puisque c'est comment dire, c'est une... voilà, dans le militantisme de gauche, ils accusent les autres d'être racistes, mais ils ne le pensent pas. Donc c'est très compliqué, parce qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. C'est comme quand quelqu'un vous traite de raciste, c'est exactement pareil que quand quelqu'un vous traite de fils de pute. Il ne pense pas que votre maman est une prostituée. Il vous insulte, il vous intimide. Et donc, moi par exemple, avec mon compte islamophobe, patenté, officiel, assumé, documenté, tout ce qu'on veut, caricaturé, je me fais souvent, ça arrive plein... Bon, c'est pas très fréquent en fait, parce que souvent les gens ils sont au courant que j'ai fait des publications pour dire de supprimer le droit de vote aux hommes et le pouvoir politique aux hommes, et du coup ils se disent, ouais, oh, lui il est pas... Enfin, c'est difficile de me classer copain avec les gros traditionnalistes dits d'extrême droite, hein, parce que c'est vrai que je ne leur ressemble pas dans mes publications, mais je suis
un islamophobe patenté. Et donc, du coup, un certain nombre essayent de me traiter de raciste. Et pour voir si je vais démentir, je ne réagis bien sûr pas, parce que je sais qu'ils ne le pensent pas. C'est comme s'ils me traitent de fils de pute, je sais qu'ils m'agressent. Mais je sais qu'ils ne me pensent pas raciste. Donc vous avez des grosses complications sur ces termes, puisqu'ils sont aujourd'hui utilisés pour insulter et intimider des adversaires. Et je trouve déplorable, mais je n'ai pas la solution de voir encore des gens se justifier en disant non, je suis pas raciste. Et quand ils font ça, ils répondent à quelqu'un qui ne pense pas qu'ils sont racistes, qui les taquine. Vous voyez, c'est comme si vous dites à un anorexique, tu devrais faire un régime. Et que l'anorexique vous répond, ouais, t'as raison, je devrais encore maigrir. À un moment donné, il y a du foutage de gueule. Donc aujourd'hui, le racisme, on va dire, autre que le racisme anti-blanc, n'existe quasiment plus. Il est devenu, vous avez des comportements qui sont basés sur la peur de l'islam, la peur de l'étranger, qui ne sont plus intentionnels. C'est-à-dire qui relèvent de la panique. La nuit, voilà, vous croisez un groupe de la costéenne, ils parlent très fort, ils sont très intimidants, vous allez peut-être sortir, enfin, si vous avez une arme, vous allez peut-être la sortir et tirer en panique. C'est tout un jeu politique en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, je dis pas qu'il n'existe plus, mais si vous voulez, il existe moins qu'avant ou autant qu'avant, qu'il est dans des cercles ultra identifiés qui sortent en groupe de skinheads ou de leaders politiques très marginalisés, souvent royalistes, intégristes chrétiens. Ça vient se mélanger avec de la religion, avec du religieux, c'est compliqué, c'est teinté d'antisémitisme bien souvent en même temps, etc. Par contre, le racisme anti-blanc est devenu en quelque sorte le fléau de politique publique, puisque il est, lui, massivement observé, puisque les blancs sont fragiles. Dans l'espace public, ils sont esclavagisés, donne-moi une clope, t'oses pas refuser, je te double dans la queue, le blanc il ose pas contester, etc. Enfin, c'est des mécanismes sociologiques qui font qu'aujourd'hui, le pouvoir de la rue et de l'espace public, il est essentiellement par l'islam, évidemment, par les musulmans, et ces musulmans sont souvent proviennent du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Du moins, c'est eux qui font peur, c'est eux qui parlent fort, c'est eux qui intimident, c'est à eux que vous pouvez pas refuser une clope quand ils vous la demandent, ou c'est avec eux que vous irez pas vous battre si vous font une queue de poisson, etc. Et donc, on a cette domination écrasante du système islamique, dans lequel tout le monde n'est pas coupable. Il y a plein de gens musulmans qui sont aussi désolés que les blancs que ces choses-là arrivent, mais ils peuvent rien faire, ils se feraient agresser tout autant par leurs co-religionnaires. Et du coup, aujourd'hui, le vrai sens du mot raciste qu'il faut retenir, c'est évidemment... Alors, raciste, ça ne dépend pas de qui est la victime, ça dépend des intentions de l'agresseur. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en nombre, c'est évidemment le racisme anti-blanc qui est devenu le fléau écrasant en France. Et qui est en fait même pas un racisme anti-blanc. C'est un racisme anti-mécréant, c'est-à-dire c'est la conquête tout bêtement de l'islam. Les gens, ils appliquent le Coran, les musulmans, ils appliquent le Coran, alors surtout dans les banlieues chaudes et dans les zones radicalisées ou dans les sphères radicales. Et appliquer le Coran, ça veut dire réduire en esclavage les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils se soient convertis à l'islam de manière contrainte et forcée. Et ça passe par tout un tas de mécanismes qui sont subconscients, qui sont de l'ordre du réflexe conditionné, qui consistent à les écraser, à leur manquer de respect, à les humilier tout le temps. Voilà, chose que chacun d'entre vous, chacun des gens susceptibles d'écouter cette vidéo vivent au quotidien, mais enfin c'est surtout les jeunes qui sont concernés. Les petits vieux sont plus braqués que agressés gratuitement. Parce que bon voilà, c'est prélèvement de l'impôt islamique et ça. Donc voilà à peu près. Mais si vous voulez, d'une manière générale, que ce soit pour le mot racisme, que ce soit pour le mot xénophobe, que ce soit pour tout un tas de mots, encore une fois retenez une règle d'or, la qualification d'un événement doit toujours être possible en regardant l'événement. Il ne doit pas y avoir de complément d'information sur un contexte historique, je ne sais quoi. C'est pourquoi si vous avez un petit blanc qui est racketté, dans une classe, typiquement c'est le racket des petits blancs, comme les jeunes en parlent souvent, le racket du petit blanc dans les banlieues, j'ai entendu à la télé, une fois une universitaire qui disait non, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Bah si, évidemment que si, ça l'est. Non seulement il est racketté, mais en plus parce qu'il est blanc, mais en plus c'est même pas de la haine. Je sais qu'il dira rien, je sais qu'il aura peur, je lui prélève l'impôt islamique. C'est comme ça que le vivent les racketteurs, et le petit blanc il est racketté, puis c'est tout, il est esclave, et souvent par la suite, on a vu avec l'exemple de Louis Boyard, il a été tellement victime qu'il se passe des tas de choses dans sa tête, et il pense devenir un gros dur plus tard. Mais bon, c'est absolument dramatique. Mais la règle d'or, si vous voulez utiliser le mot correctement, c'est que si je vous donne la définition d'un mot, par exemple raciste, si je vous montre une agression, une scène, une action, agression sans général, une action, vous devez juste en la regardant et sans voir la couleur des peaux des gens, je vous la montre en noir et blanc ou je vous la décris sans préciser la race, vous devez être capable de me poser des questions qui ne concernent que la scène, par exemple parce que l'agresseur, qu'a dit l'agresseur ou qu'a pensé l'agresseur. Et si l'agresseur dit je ne connais pas cette personne, je lui ai tapé dessus parce qu'elle est de telle couleur, on est dans l'agression raciste. Parce qu'elle appartient à tel groupe, on est dans l'agression xénophobe. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas
je mets le dossier en attente et il faut que j'aille vérifier qui c'est qui, il y a 500 ans, dominait le monde ou commandé, qui c'est qui a été colonisé, qui a été je sais pas quoi. Évidemment qu'on ne définit pas les mots comme ça, sinon on sera encore à l'âge de pierre, hein. Il faut que les mots on puisse les utiliser d'une manière simple.